Nous sommes au printemps 1996 dans un petit village de Haute-Normandie. Marilène a 17 ans et demi et aujourd'hui, en sortant du lycée, elle est venue déjeuner chez sa grande sœur Nadine. Allez, moi je file. Moi j'ai pas cours tout de suite, je peux te faire un peu de repassage si tu veux. Tu pourrais fermer la fenêtre de la chambre s'il te plaît? En début d'après-midi, Nadine repart à son travail, laissant sa cadette seule à son domicile. C'est à cet instant que se perd la trace de Marilène Rousset. Quatre jours plus tard, le 9 avril, Denis Rousset, le père de Marilène, déclare sa disparition à la gendarmerie. L'hypothèse de la fugue paraît probable. Un signalement est diffusé, mais ne donne aucun résultat. Finalement, au bout de 3 semaines, la famille demande l'ouverture d'une enquête administrative. La fugue avait été signalée par son papa à la brigade et par la suite, il y a eu une requête faite auprès de la préfecture de Rouen pour qu'une recherche dans l'intérêt des familles soit lancée. Comme j'étais jeune gendarme à l'époque, j'ai demandé à un de mes collègues plus anciens de m'indiquer quelles étaient mes prérogatives effectivement dans le cas de ces enquêtes-là. Il m'a indiqué que je pouvais faire toutes les démarches que j'estimais les plus judicieuses. Et donc, je me suis attachée à reprendre contact avec différentes personnes qui avaient peut-être eu l'occasion de côtoyer Marilène juste avant sa disparition. Alors, Marilène est venue déjeuner avec moi à la maison. Quand la sœur de Marilène donc, est arrivée, Madame Morel, elle m'a indiqué qu'après le repas, elle était repartie pour son travail. Et que la jeune fille, pour elle, était censée aussi être retournée au lycée, en fait, et reprendre son car pour rentrer chez elle par la suite. Nadine Morel indique également que son mari, Jean-Yves Morel, est rentré à leur domicile vers 15h30. Il est laborantin dans une usine pharmaceutique et ce jour-là, il terminait tôt. C'est lui, au téléphone, qui lui a lu le mot laissé sur la table par Marilène. Tiens, je pars, ne vous occupez pas de moi, on se reverra bientôt, mais pas avant mardi. Tiens, c'est bizarre. Cet écrit-là, il a fallu effectivement après le soumettre aux membres de la famille pour attester du fait qu'il ait bien été rédigé par Marilène. Ensuite, il y a eu une analyse graphologique plus approfondie pour déterminer que c'était bien son écriture. Et le graphologue est catégorique, Marilène a bel et bien écrit ce mot. L'hypothèse de la fugue est renforcée. C'était l'adolescence pour Marilène, donc il y avait un conflit qu'il avait opposé à son papa et à sa maman parce qu'elle avait émis le souhait d'aller participer à une soirée entre jeunes et ça lui avait été refusé. Vous avez une photo? Oui. Elle est récente, on l'a prise à Noël. Avec cette photo de Marilène, l'adjudant Vanoli va durant des semaines parcourir la région à la recherche de la jeune femme. C'était une jeune fille de 17 ans à peine qui avait disparu. Je suis mère de famille, je l'étais effectivement déjà à l'époque et je me mettais un peu à la place de la détresse des parents. Et donc j'ai contacté tous les chauffeurs de taxi potentiels qui avaient pu venir la récupérer à sa demande ou à la demande d'un tiers. Ensuite, les conducteurs de bus, à chaque fois je soumettais la photographie justement que m'avait remise Nadine. Et j'ai repris contact aussi avec son lycée, où elle était donc scolarisée à Lillebonne. Et j'ai procédé à de nouvelles auditions de camarades de sa classe ou de camarades qu'elle côtoyait en fait dans la cour du lycée. Mais les recherches demeurent infructueuses. Pas un indice, pas une piste, rien. Marilène semble s'être volatilisée. L'enquêtrice décide alors de convoquer Jean-Yves Morel, le beau-frère de Marilène, pour reconstituer le plus précisément possible l'après-midi de la disparition.
Avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel dans son comportement? Non, non, rien de particulier. Enfin, je sais qu'elle a eu une petite altercation avec ses parents il y a quelques jours. Elle devait retrouver son petit copain ce week-end et je crois que ses parents n'étaient pas d'accord. Et il était très très loquace. Il me donnait beaucoup de détails en fait à chaque fois. Et il m'a fait notamment part de la disparition d'un billet de 100 francs à l'époque. Et il disait que vraisemblablement c'était Marilène qui avait dû dérober ce billet de 100 francs qui se trouvait dans une poche de son manteau. Donc, je récapitule. J'ai laissé mon par-dessus. Il y a plein de petits détails en fait qui me chagrinaient un petit peu. Il était rabaissé dans le fauteuil, les mains dans les poches. Il me regardait vraiment comme une femme, comme un homme regarde une femme et pas comme un homme auditionné regarderait un enquêteur. Il insistait, il enveloppait de son regard ma personne, quoi, en fait. Hein. Et ces détails alliés, en fait, à la façon dont il me regardait, ça a semé le trouble en moi. Et ce trouble-là, en fait, eh bien, il est toujours resté avec moi. Décembre 1996, Marilène a disparu depuis maintenant 8 mois. Et dorénavant, elle est majeure. L'adjudant Vanoli va devoir classer son enquête. Les parents demandent une recherche dans l'intérêt des mineurs. Donc là, effectivement, si on la retrouve, elle est mineure, donc elle est de la responsabilité, et il est de notre responsabilité aussi d'en informer les parents. Mais quand la personne après est majeure, elle est libre d'aller où bon lui semble. Et si effectivement les services de police ou de gendarmerie découvrent la personne, si la personne dit non, moi je ne veux plus avoir de contact avec ma famille, nous ne pouvons pas divulguer l'adresse. C'est acté, mais ça restera toujours au sein de la police ou de la gendarmerie, quoi, en fait. Ils auraient été rassurés tout de même, puisqu'effectivement, on aurait dit aux parents, elle se trouve quelque part en France et elle va bien. Et c'est tout. J'aurais voulu avoir plus encore que ce que je n'avais au départ. Et donc j'avais fait une photocopie de cette enquête et je l'avais toujours gardée dans le tiroir de mon bureau. Et tous les jours, quand j'ouvrais ce tiroir, en fait, je voyais la photo de Marilène. C'est quelque chose, pour moi, qui était porteur, parce que je me disais, mince, peut-être tu trouveras un jour quelque chose qui permettra d'avancer. Et bon, c'est un espoir, c'est l'espoir de tout enquêteur, en fait. Dans l'attente, et faute d'autres explications, officiellement, Marilène Rousset est en fugue. Un an plus tard, en fait, il y a une disparition à Rouen. Nous sommes le 24 juin, la période des examens. Elisabeth est un peu anxieuse. Elle a rendez-vous avec une de ses amies pour aller découvrir le résultat de ses partiels à la faculté des sciences de Rouen, où elle étudie. Son amie l'attendra, en vain. Elisabeth Griffin, elle aussi, semble s'être volatilisée. Rapidement, son père, son frère, sa sœur s'inquiètent. Au bout d'une semaine, Géraldine et Laurent se sont rendus à Rouen pour voir l'appartement d'Elisabeth et éventuellement retrouver sa voiture et voir si l'appartement était libre ou pas. Et finalement, il n'y a eu aucune réponse. À la suite de la disparition d'Elisabeth, des recherches sont effectuées par sa sœur en particulier, Géraldine, et son père, avant de s'adresser officiellement au service de gendarmerie. D'emblée, on se rend compte que cette disparition est inquiétante, pour la seule et bonne raison qu'Elisabeth est une étudiante très sérieuse, qui, la semaine de sa disparition, devait rester à Rouen pour y préparer des partiels. Bonjour messieurs. Nous créons aujourd'hui la cellule d'enquête Elisabeth 76, suite à la disparition le 24 juin d'Elisabeth Griffin. Compte tenu des éléments recueillis dans les premiers actes d'enquête, on met en place une cellule d'enquêteurs qui se compose de 20 gendarmes qui vont travailler essentiellement sur la disparition d'Elisabeth. Il faut faire vite, je le répète, si on veut la retrouver vivante. Bon travail messieurs. Une partie des enquêteurs est chargée d'entendre la famille et les proches de la jeune femme. Les autres se rendent au domicile d'Elisabeth. Vous avez trouvé des empreintes? Oui, mon adjudant.
Son appartement ne montre aucun désordre particulier. On sent que ce n'est pas un départ précipité, où il n'y a pas de présence de lutte ou d'agression suspecte dans l'appartement. Donc nous avons effectué quand même à titre conservatoire des prélèvements avec des techniciens en investigation criminelle qui ont recherché l'ADN d'Elisabeth et aussi de toute personne étrangère à l'appartement. Un indice toutefois, la voiture de la jeune femme a aussi disparu. Elle serait donc allée quelque part. Pour en savoir plus, les enquêteurs réquisitionnent auprès de France Télécom la liste des appels téléphoniques passés et reçus à son domicile. Allô? Un appel a été jugé très important, bonjour. qui a duré très peu de temps, à peine 2 minutes, problème. le 24 juin à 7h59. D'accord. C'est le dernier appel qui arrive à son domicile. Rapidement, les gendarmes identifient l'origine de ce dernier appel. Le dernier appel provenait d'une cabine publique située sur une commune de La Remuée, près de Lillebonne. Donc nous avons recherché éventuellement si l'auteur de l'appel avait utilisé une carte bancaire, auquel cas nous aurions pu remonter à son identité, quoi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous avons travaillé aussi sur tous les relevés de téléphones émis à partir de cette cabine, au cas où une personne, dans le même sens, utiliserait cette cabine aux mêmes heures. Personne. Bon, est-ce que vous auriez quelqu'un qui aurait appelé avant ou après 7h59 alors? Non plus. En fait, dans la matinée du 24 juin, un seul appel a été donné depuis cette cabine téléphonique. Un appel vers le domicile d'Elisabeth Griffin, juste avant sa disparition. Qui c'est qui t'a appelé alors? Les gendarmes ont également une autre piste. 2 relevés ADN n'appartenant pas à Elisabeth et retrouvés dans son appartement. Des 2 empreintes ADN relevées au domicile d'Elisabeth, une a été identifiée comme étant l'empreinte génétique de son compagnon de l'époque, Thomas, et l'autre n'a jamais été identifiée, donc restait X pour jusqu'à la fin de l'enquête. Vous l'avez vu le 24? Je l'ai vu le 20... Non, enfin, je l'ai vu la veille, Le 23. le 23. Vous êtes sûr? Oui, Vous avez dormi chez elle? Thomas nous a posé quelques inquiétudes quant à son comportement, son attitude générale, quoi. Des fois, Vous deviez préparer vos affaires pour partir animer une colonie de vacances. tout à fait. Votre petit ami disparaît et vous partez animer une colonie de vacances. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? J'étais responsable, c'est-à-dire que j'avais des engagements, je devais tenir cette colonie. Plus important qu'Elisabeth. Elisabeth et Thomas s'entendaient bien. C'était 2 2 étudiants. Quelques petits déboires de temps en temps, mais habituellement, c'était très bien, quoi. Bon, écoutez, monsieur Deschamps, on va vous garder un petit peu, hein, histoire de vérifier votre emploi du temps. Le mettre Thomas en garde à vue, c'est une réaction normale. Même moi-même, je suis passé sur écoute, parce qu'a priori, il faut envisager toutes les pistes possibles. Thomas a été placé en garde à vue et auditionné pendant une 12aine d'heures. Après vérification, il a été mis hors de cause. Donc, le véhicule d'Elisabeth a été découvert le lendemain que M. Griffin a signalé sa disparition à la brigade de Saint-Romain-de-Colbos. Il était abandonné, portière ouverte, sur un parking d'une cité à caractère sensible de Lillebonne. Le sac à main d'Elisabeth était sur le siège à l'avant. Lillebonne dépend de la gendarmerie de Gravenchon. Tout naturellement, l'adjudant Dubois, un des enquêteurs de Rouen, prend donc contact avec ses collègues locaux. Adjudant Dubois de la brigade de Rouen. Or, parmi eux, se trouve l'adjudant Vanoli, qu'à cet instant, il ne connaît pas. Enchanté. Je vous emmène? Oui. L'adjudant Dubois, effectivement, lui, il travaille sur Rouen. Donc quand il arrive à Notre-Dame de Gravenchon, il ne connaît pas la circonscription comme nous, les gendarmes de l'unité, la connaissons. Carole Vanoli est détachée pour accompagner son collègue de Rouen à la cité du Clerval. Il avait convenu d'un rendez-vous avec la sœur, en fait, de mademoiselle Griffin.
Sur place, Géraldine Griffin reconnaît la voiture de sa sœur, mais ne comprend pas du tout sa présence dans cette cité. Elle avait des amis qui habitaient dans la résidence? Non, ici, non, personne, elle connaissait personne. Lorsque des questions lui ont été posées, il a été fait allusion à des stages éventuels qu'elle aurait fait dans le cadre de son cursus, en fait, universitaire. Et puis, j'ai entendu le nom d'une société. Et vous vous souvenez des noms des entreprises? Il y avait Dupuis, Ouais. Fayard, et l'autre c'était Bayer. Bayer. Oui. Tout de suite, le nom de cette société m'a interpellée. Donc, je n'ai rien dit parce que je voulais avoir confirmation, mais en fait, j'étais quasiment sûre que je ne faisais pas erreur. Cette société, en fait, était la même que la société où travaillait M. Morel, le beau-frère de Marilène qui avait disparu. Donc, quand nous arrivons à la brigade, tout de suite, je ressors la recherche d'un intérêt des familles que j'avais dans le tiroir de mon bureau. Et puis, je me conforte en voyant qu'effectivement, c'est bien la même société. Et je soumets à la lecture la totalité de la procédure à l'adjudant. Effectivement, M. Morel est bien employé dans la société Bayer. Il travaille chez Bayer. Je dis là, ça y est, il y a le petit détail qui fait qu'on va pouvoir réenclencher quelque chose pour Marilène. Voilà, on a quelque chose d'intéressant. C'est plus qu'une coïncidence, c'est presque un coup du destin. En tout cas, cela mérite vérification. Les enquêteurs creusent la piste. Ouais, on a du nouveau. Donnelly vient de me donner le PV d'audition de l'affaire Marilène Rousset, disparue le 5 avril 96. Oui. Que voici. En ce qui concerne Marilène, la dernière personne qui était susceptible de la rencontrer était Morel Jean-Yves, puisque Marilène était présente à son domicile le jour de sa disparition et qu'il rentrait du travail vers 15h30. Ce qui nous fait le lien entre les deux. En ce qui concerne Elisabeth, Morel Jean-Yves a été une relation de stage en juillet 96. Comme elle était étudiante en chimie, je vais trouver un poste de laborantine pour les mois d'été, quoi. Bon. Nous avons été interpellés par la ressemblance physique assez frappante entre Marilène et Elisabeth. C'était deux jeunes filles brunes, d'une taille à peu près similaire. Deux belles filles, en somme, qui avaient une ressemblance assez troublante, à tel point que des gens qui voyaient les photos de ces deux disparus pensaient qu'il s'agissait de la même personne. Les enquêteurs regardent alors le listing des appels téléphoniques d'Elisabeth. Depuis la fin de son stage, aurait-elle gardé un contact avec Jean-Yves Morel? La réponse est oui. Le 16 juin 1997, à 11h20, Elisabeth a téléphoné à Jean-Yves Morel. Bien, monsieur Morel, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez été pour la dernière fois en contact avec Elisabeth Griffin? Bien, Elisabeth m'a contacté le 16 juin parce qu'elle voulait refaire un stage dans mon entreprise. Vous avez pris, si je ne m'abuse, des congés le 24 et le 25 juin. Ouais, effectivement. C'était pour quoi faire? J'avais quelques travaux à faire à la maison. Et le 24, vous n'avez pas vu Elisabeth Griffin? Non. Donc finalement, le stage s'est pas fait. Non, il n'y a pas eu de suite. C'est une triste coïncidence. Pardon? Quelle triste coïncidence? Ça me renvoie à la disparition de ma belle-sœur, Marilène. L'audition de Jean-Yves Morel ne donne pas de résultats probants. Et les gendarmes le laissent repartir chez lui. Le sentiment qu'on peut avoir sur une personne que l'on vient d'interpeller, les soupçons, les faisceaux de présomption, ça, ce sont des choses propres à l'enquêteur, mais ensuite il faut apporter les preuves pour que la justice puisse prendre sa décision en son âme et conscience. Dans une investigation, il ne faut négliger aucun détail. Une partie des enquêteurs de la cellule travaille sur le mot manuscrit trouvé dans le sac à main d'Elisabeth Griffin. Cette formulation, Fred, le 24 à 10h, nous a laissé supposer un rendez-vous. Fred serait donc probablement l'auteur du dernier appel téléphonique reçu par Elisabeth le jour de sa disparition à 7h59. Dans la cité Clerval, nous avons fait du porte-à-porte dans les 600 foyers en présentant les photographies des deux disparus, Hélène et Elisabeth, en espérant trouver un témoin qui ait pu les croiser. Un véritable travail de fourmi. 25 000 Frédéric sont contrôlés dans toute la Haute-Normandie, sans résultat.
La voiture d'Elisabeth est également passée au peigne fin. Mais les enquêteurs ne relèvent ni empreinte, ni trace ADN. Le seul indice, c'est le kilométrage affiché sur le compteur journalier. 57 km. Or, d'après ses proches, Elisabeth avait l'habitude de remettre ce compteur à zéro tous les matins. Les 57 km seraient donc la distance parcourue le jour de sa disparition. Le véhicule d'Elisabeth avait parcouru à partir de Rouen un kilométrage exactement équivalent au fait de partir de Rouen, passer au domicile de Morel et aller jusqu'à la cité Clerval. Donc une équipe d'enquêteurs était partie de l'appartement de mademoiselle Griffin à Rouen et s'était rendue au domicile de M. Morel afin de voir s'il y avait une corrélation entre le kilométrage relevé sur la voiture de mademoiselle Griffin et la distance effectivement faite par les enquêteurs. Et il s'est avéré que le kilométrage entre l'appartement de Rouen et le domicile de M. Morel était identique. Et ensuite, on a rajouté le kilométrage, en fait, qui partait du domicile de M. Morel à La Fresnay à la cité du Clerval où la voiture est découverte. Et on tombait sur un calcul qui a porté encore un peu d'eau au moulin. 57 km, monsieur Morel. J'aimerais vous aider, mais là... Vous aimeriez nous aider, vous allez nous aider. 9 octobre 1997, cette fois Jean-Yves Morel est placé en garde à vue. Monsieur Morel, vous avez vu Elisabeth Griffin le 24? Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne l'ai pas vu le 24. Ah, vous faisiez quoi le 24? Monsieur Morel. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas vu le 24. Monsieur Morel. C'est quoi? C'est le hasard, c'est ça? Manifestement, lors de ce garde à vue, Morel n'est pas à l'aise. Vous faisiez quoi? Vous avez pris des congés le 24? Oui, effectivement, j'avais pris 2 jours de congé. 2 jours? Le 4 et le 25. Oui, 2 jours. On réussit quand même à le contrer sur certains points, notamment sur des détails d'emploi du temps et des horaires où on sent qu'il est un petit peu acculé, quoi. Mais il ne craque pas. Vous l'avez pas eu le 24, donc, hein, vous êtes sûr? Vous l'avez vu quand? Je l'ai pas vu le 24. On vous a posé une question, vous l'avez vu quand? Oui, non, mais je réponds parce que je l'ai croisé en ville, en fait. Ah. Oui, Avant le 24, après le 24? Non, après, parce que je sais que c'était après mon congé. Comme par hasard. C'était le 26. Le 26. Ah non. Oui, c'était le lendemain de mes jours de congé. Vous croyez? En même temps, ça vous arrange, comme ça, elle est pas morte, du coup. C'est le faux pas. En cherchant à esquiver, Jean-Yves Morel s'est piégé. Cette fois, les enquêteurs sont persuadés qu'il ment. En garde à vue. Tout à fait, nous devons procéder à une perquisition, vous permettez? Alors la perquisition effectuée au domicile de Morel permet la découverte de photos de Marilène. Tiens, le CV d'Elisabeth et une photo de Marilène. On trouve également une coupure de journal faisant état de sa disparition. Nous avons été extrêmement surpris, c'est par la quantité de films porno qu'on a pu découvrir dans le grenier, films pornographiques et également revues. Face à ces découvertes, Madame Morel est elle aussi placée en garde à vue. Pas discret, mais pour les besoins de l'enquête, j'ai besoin de savoir comment ça se passe sexuellement avec votre mari. Madame Morel donc nous déclare au cours de sa garde à vue que son mari est assez entreprenant et exigeant sur le plan sexuel. Vous avez un enfant, c'est ça? Oui. Vous avez eu une vie sexuelle épanouie même pendant votre grossesse? Oui. Oui. Le couple Morel, que ce soit au niveau familial ou vu de l'extérieur, ne pose pas de problème particulier. C'est un couple soudé. Manifestement, Morel est le pilier du couple. Hein, c'est lui qui gère tout, même le courrier, hein, puisque sa femme n'a pas accès du tout à ça. Elle lui fait totalement confiance. Dans le temps de la garde à vue, il a été pratiqué un contrôle ADN sur la personne de Morel Jean-Yves, dans l'espoir qu'il corresponde à celui trouvé dans l'appartement d'Elisabeth. À cette époque, le contrôle ADN s'effectuait par prélèvement sanguin. D'ailleurs, pour gagner du temps, nous avons envoyé des motards conduire directement les échantillons de sang à un laboratoire de Bordeaux pour que la vérification soit effectuée dans le temps de la garde à vue. Malheureusement, ça a été un échec puisque ce n'était pas l'ADN de Morel. Bien, monsieur Morel. Ça vous dit quelque chose? Fred le 24 à 10h? Non, ça me dit rien. À défaut d'ADN, les enquêteurs se rabattent sur un autre indice, le mot trouvé dans la voiture. Morel aurait pu l'écrire pour les envoyer sur une fausse piste. Elle écrivait? Je peux écrire quoi? Ça, par exemple.
L'expertise graphologique de Morel, pour nous, représentait un élément déterminant et pouvant être aggravant à l'encontre de Morel. Vous êtes en train de faire une erreur. Une terrible erreur. C'est à nous d'en juger ça. Donc nous avons saisi une écriture spontanée de Morel, dans le sens où nous avons saisi des courriers qui étaient chez lui, qu'il ne pouvait pas masquer, et nous lui avons fait faire parallèlement une page d'écriture sous notre dictée, toujours dans l'espoir d'avoir des résultats dans le temps de la garde à vue. Mais le lendemain matin, le résultat tombe. Alors les conclusions de cet expert ont malheureusement été une fois de plus négatives et ne nous ont pas apporté l'élément essentiel à la charge de Morel. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? La conviction des gendarmes est forte, mais sans preuve. Jean-Yves Morel est remis une nouvelle fois en liberté. Mais aussitôt placé sur écoute, ainsi que le reste de sa famille. Vous avez quelque chose, messieurs? Tenez, écoutez ça, c'est Nadine Morel. Les écoutes posées dans l'environnement familial de Morel établissent que la famille a de sérieux doutes sur le comportement de Morel dans cette affaire. Et le 4 novembre 1997, ce sont même les deux sœurs du suspect qui font le lien entre les disparus et leurs frères. Mais Jean-Yves Morel continue à nier. Soutenu par son épouse, il clame son innocence dans une interview au journal Détective. Il affirme qu'avec sa famille, il fait front dans la tempête et précise qu'il est bien placé pour savoir qu'il n'a rien à voir avec tout cela, mais que la gendarmerie s'obstine sur cette fausse piste. Non mais peut-être qu'on se trompe en fait. Il faudrait peut-être relancer l'affaire du Fred. Non, c'est Morel, bon Dieu. Bon, restons calmes. Même si on a eu quelquefois des périodes de doute, on avait une volonté de découvrir la vérité. À ce stade de l'enquête, et en fonction des multiples vérifications que nous avions pu effectuer pour les deux affaires, dans l'espoir de retrouver l'une ou l'autre vivante, nous avons eu la conviction que malheureusement nous allions retrouver un ou deux corps. Nous avons décidé d'entreprendre des fouilles dans le terrain de Morel parce que nous avions la conviction qu'il était l'auteur de ces deux disparitions et que durant l'été 97, il a effectué des travaux et notamment le bétonnage d'une terrasse à l'arrière de sa maison. Lorsque nous arrivons le matin à 7h, c'est lui qui nous reçoit personnellement. Monsieur Morel, bonjour. Bonjour. Bon, bah écoutez, on va fouiller votre jardin. Eh bien, allez-y, messieurs. Faites votre travail. C'était un petit peu la dernière cartouche, le dernier espoir de découvrir les victimes dans le terrain de Morel, quoi. Morel étant témoin libre, il n'est pas placé en garde à vue, c'est-à-dire qu'il peut circuler librement dans sa propriété, mais on lui demande quand même de nous accompagner, de suivre les opérations. La société Caligé de Nantes fait un quadrillage du terrain, passe une machine spécialisée, et à l'issue de ça, nous situe 3 ou 4 zones sensibles où le terrain n'est pas homogène. Le matériel qu'on utilise, c'est un radar géologique. Le radar géologique, c'est un matériel qui permet de voir, si on peut dire, à travers, dans le sol, dans le sous-sol, un peu à la façon d'un scanner peut voir dans l'être humain. Donc c'est un appareil qu'on va promener à la surface du sol et qui va nous donner une restitution en images de la nature du sous-sol et des choses qu'il peut éventuellement contenir. La principale zone où le terrain n'est vraiment pas homogène en grande partie se situe dans le garage. Le garage qu'il a fallu déblayer de nombreuses affaires. Bon, qu'est-ce qu'on a, monsieur Bouton, alors? Assez rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une anomalie dans le sol du garage. Et ça, c'est quoi, ça, là? Certainement une fosse. Une fosse? Oui, certainement. On a vu que la zone
qui formait une anomalie était à peu près large de 2 mètres et assez profonde. Allons-y. Lorsque nous avons attaqué le déblaiement, nous avons retiré, je crois que c'est 60 à 90 cm de terre, avant de nous trouver en présence d'une dalle de béton. Je pense qu'elle faisait entre 2,50 m de long sur un bon mètre de large. Monsieur Bouton, faudrait passer la sonde. D'accord. Nous demandons quand même à la société Caligé de repasser leur machine sur cette dalle, voir éventuellement si on a une cavité en dessous. Vous voyez quelque chose, monsieur Bouton? Non, rien. Rien du tout. Donc nous décidons néanmoins de procéder, puisqu'on n'avait pas d'explication rationnelle, de casser cette dalle. On fait appel à une société de travaux publics qui est installée dans le même village que Morel. Morel donc assiste aux travaux et se comporte d'une façon des plus décontractées, discutant avec nous de choses et d'autres, parlant de son voilier. Méthodiquement, les ouvriers brisent la dalle de béton à coups de marteau-piqueur. Sans résultat. Il n'y a rien. On continue. On va creuser dessous. Bon allez, on ramène les pelleteuses. Bah attendez, je vais vous aider. Attention, c'est lourd. Donc la dalle cassée, on se retrouve en présence de terre, unie, sans proéminence, sans rien de particulier. De nouveau se pose la question, on a l'impression d'un sentiment d'échec. Et puis, là encore, la volonté de toujours poursuivre fait que nous décidons on demande au grutier de remettre un petit godet sur sa grue et tout doucement de creuser un petit peu encore cette partie de terre. Jusqu'au moment où apparaît un petit triangle qui sort de la terre. Arrêtez tout! Stop! Stop! Et là, tout s'arrête, le bruit cesse, parce qu'on est dans l'attente de voir ce qu'il y a sous ce petit bout de bâche qui dépasse, quoi. On passe d'un bruit infernal à un silence de cathédrale, et là, l'émotion complète, quoi. Et j'ai un technicien en investigation criminelle qui descend au fond du trou, et avec un cutter, il perce la bâche. De suite, il y a une odeur immonde qui envahit le local, et tout de suite on comprend qu'on est arrivé au terme de ce qu'on cherche. C'est qui, Morel? Elisabeth. Cette fois-ci, on vous arrête, monsieur Morel. Cet aveu est confirmé rapidement, puisque lorsque l'on déterre un petit peu plus le corps, on découvre un bijou qui était un dauphin en or que portait Elisabeth. Ça avait été signalé lors de sa disparition. Alors un collègue est allé prévenir Madame Morel de cette découverte. Elle se trouvait à son domicile. Elle s'est écroulée de suite et nous avons dû appeler un médecin pour la secourir parce qu'elle est manifestement en état de choc. Durant la nuit, les restes d'Elisabeth Griffin sont déterrés et aussitôt transférés à la morgue de l'hôpital pour être autopsiés. Au petit matin, les enquêteurs ont encore une mission difficile à remplir, prévenir la famille. Je me rappelle, c'était un mercredi matin, le lieutenant Frottier m'a téléphoné à 7h30 en me disant qu'ils avaient retrouvé Elisabeth. J'ai été soulagé qu'on leur retrouve le corps, puisque de toute façon, pendant un an, on était on ne savait pas où est-ce qu'on allait, quoi. Donc finalement, il y a comme une fin, qui était peut-être pas heureuse, mais enfin, il y avait comme une fin.
Pour les enquêteurs, reste maintenant à comprendre ce qui s'est réellement passé. J'étais dans mon jardin et elle arrive à l'improviste. Elle était super énervée parce que je lui avais promis un stage et j'avais pas donné de suite. Et vous l'avez tué? Elle m'a reproché. Mais non, c'était un accident. La première version de Morel après la découverte du corps d'Elisabeth est qu'au cours d'une visite d'Elisabeth, celle-ci s'emporte et l'agresse, entre guillemets, d'une façon assez violente. Tu mens. Mais non, c'est la vérité, je vous dis. Racontez-nous comment ça s'est vraiment passé. Je vous dis la vérité. Les gendarmes ne croient pas à la version de Jean-Yves Morel. L'interrogatoire se poursuit sans relâche durant toute la journée du 29 avril. Et voilà, c'est elle, quoi. Elle a fini par me menacer. Je dis la vérité, elle a fini par me menacer, par me dire qu'elle en parlera à ma femme. Moi, ça m'a rendu dingue, quoi. Alors je l'ai poussé, c'est un accident, quoi. Je vous jure, J'ai c'est un expliqué à accident. Morel que s'il ne disait pas la vérité et que quelque part les gens étaient en attente d'une vérité, il allait se couper du reste, du peu de gens qui pouvaient l'aider encore. En l'occurrence, c'était ses sœurs qui le soutenaient encore. Et manifestement, j'ai vu que ça a porté et ça l'a fait réfléchir. Et il s'est trouvé une situation qui était complètement imprévue, qui a suivi ces paroles-là. C'est qu'un gendarme féminin est entré dans le bureau et nous a proposé un café. Et à cette heure-là, vous comprenez que j'ai accepté le café avec plaisir. Et Morel, qui avait certainement très envie d'un café, a dit « Eh ben, moi aussi, s'il vous plaît, je voudrais bien un café. » Et le gendarme féminin s'est retourné et lui a dit « Ah non, certainement pas vous. » Mais d'un air très autoritaire et presque dédaigneux, quoi. Et Morel a été vraiment touché. Et à ce moment-là, je l'ai regardé. Je lui ai dit « Monsieur Morel, voyez-vous, ce que je vous ai dit, ça commence. » Et là, il s'est écroulé. Et c'est à partir de cet instant-là qui, à mon sens, il a dit la vérité par la suite. Je vous écoute. C'est moi qui l'ai appelé. Allô? Et Jean-Yves Morel explique. Oui, c'est bien lui, le 24 juin 1997, qui s'est rendu à la cabine téléphonique de la Remuée pour appeler Elisabeth Griffin à 7h59. Une fois Elisabeth arrivée chez lui, il a été très entreprenant. Parce que t'es belle. Et tellement entreprenant qu'il l'a violée. Arrête. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je crois pas que ta femme elle serait très contente d'apprendre ça. À partir de ce moment-là, il a voulu l'empêcher de partir, s'est énervé et, selon ses dires, lui a frappé la tête plusieurs fois sur le sol et sur un muret. Morel avait pratiqué un trou assez important dans le garage pour y fabriquer une cave pour y disposer son vin. Et le trou étant déjà fait, il a mis le cadavre dans une brouette et il l'a déposé au fond du trou, a recouvert d'un petit peu de terre et a mis des planches dessus. C'est quelque temps plus tard, lorsqu'il a fait ses travaux de terrasse, ayant commandé du béton en excédent, il a fait déverser le béton dans le trou, quoi. Jean-Yves Morel a d'abord enterré le corps. Puis, prenant soin d'emmener son vélo pour le chemin du retour, il est allé stationner la voiture d'Elisabeth dans la cité de Clerval, à plusieurs kilomètres de là. Et histoire de brouiller encore un peu plus les pistes, il a également pris soin d'écrire de la main gauche, alors qu'il est droitier, le petit mot trouvé dans le sac à main d'Elisabeth, « Rendez-vous Fred, le 24 à 10h ». Et il abandonne le véhicule dans la cité du Clerval dans l'espoir que ce véhicule soit volé par quelqu'un, qu'il soit repris par quelqu'un. Ce qui est quand même assez habile. Puis, il rentre tranquillement chez lui à vélo et arrive juste avant le retour du travail de son épouse. Une fois ses aveux signés, les gendarmes ne désarment pas. Maintenant, ils veulent en savoir plus sur la disparition de sa belle-sœur. Bien, monsieur Morel. En ce qui concerne Marie-Hélène Rousset, Je sais pas. Il y avait un refus total de s'expliquer sur cette affaire. Le 29 avril 1998, Jean-Yves Morel est présenté au juge d'instruction, M. Goueffon à Rouen. Il réitère ses aveux sur la mort d'Elisabeth Griffin, puis il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen.
Macabre découverte dans ce garage près du Havre. Ici, à 2 mètres sous le béton, gisait le corps d'Elisabeth, une étudiante de 23 ans portée disparue depuis juin dernier. Elle a été violée avant d'être assassinée. Le suspect, un homme de 33 ans, marié et père d'une fillette, a reconnu les faits. La victime avait rencontré son meurtrier lors d'un stage en entreprise. Mais l'homme est désormais suspecté dans une autre affaire, la disparition mystérieuse en 96 de sa belle-sœur âgée de 16 ans. Le 3 mai, quelques jours après son arrestation, Jean-Yves Morel tente, avec un lacet, de se suicider dans sa cellule. Il n'a pas donné d'explication particulière, mais bon, bien sûr, les faits étaient assez graves pour qu'on puisse savoir pourquoi il avait fait ça. Dès le lendemain, les gendarmes décident de le réentendre au sujet de la disparition de sa belle-sœur. Mais cette fois en situation chez lui. Le prévenu est donc sorti de sa cellule et transporté à son domicile. Je vais vous dire où est Marilène. C'est où? Voilà. Allons-y. Donc je me rappelle, j'étais en contrebas, en fait, au pied de sa terrasse. Là, je croise son regard, un regard intense que je revois encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, il est menotté, il a les bras devant. Il se dirige vers le fond du jardin, en limite de la clôture. Et il y a un arbre, un petit arbuste, en fait, qui a été planté peu de temps par lui, en fait, en plus. Et il fait un signe de tête pour montrer l'endroit où il faut effectivement creuser. Et c'est à cet endroit-là que l'on retrouvera le corps de Marilène. Le corps de Marilène Rousset est découvert enterré, à demi dévêtu, sous l'arbuste planté par Jean-Yves Morel, et à quelques mètres du garage où Elisabeth Griffin fut découverte. Dès le départ, ce qui a frappé en fait les enquêteurs, c'est la ressemblance physique de Marilène et d'Elisabeth. Et c'est pour ça, je pense, que tout le temps, tous les actes d'investigation, à partir du moment où il y a un élément déclencheur, eh bien, toutes les investigations ont été menées en parallèle. Et on finit par aboutir effectivement à la découverte de ces 2 corps enterrés à proximité, l'un de l'autre. Évidemment, dans la foulée de ces découvertes, les gendarmes réinterrogent Jean-Yves Morel, cette fois sur les circonstances de la mort de Marilène Rousset. Morel déclare qu'elle était sa maîtresse depuis quelque temps et que le jour de sa disparition, elle a menacé de tout révéler à son épouse. Mais ça va pas, mais laisse-moi! Mais tu tires! Mais tu vas sortir du... Ferme-le! Ferme-le! Je tire à Nadine! Tu vas rien dire. On a retrouvé le corps de Marilène. Où ça? Enterré dans votre jardin. Interrogée sur une possible relation amoureuse cachée entre son mari et sa sœur, Nadine Morel, tout comme les autres membres de sa famille, n'y croit pas une seule seconde. Les enquêteurs en sont persuadés, Jean-Yves Morel continue à mentir pour dissimuler le fait qu'il a violé Marilène avant de la tuer. Morel a toujours nié l'avoir abusée sexuellement, ce dont nous doutons fortement. Bien évidemment, nous suspectons des violences sexuelles. L'état du corps ne permet pas de retrouver des traces physiques directes de violences sexuelles. C'est pour ça que nous avons procédé à des prélèvements
à la recherche de cellules, de restes de spermatozoïdes ou d'éléments pouvant confirmer l'existence de violences sexuelles préalables au décès de Marilyn Rousset. Malgré de nouvelles analyses, les médecins légistes ne pourront jamais déterminer si Marilyn Rousset a été ou non violée. Alors l'ambiance du procès est assez particulière parce que d'abord c'est un procès qui est attendu. C'est un procès qui est attendu parce qu'il y a toute la publicité par rapport à une affaire de cette nature et tout le monde s'attend à voir un monstre en quelque sorte. On vient voir le monstre par rapport à cette affaire gravissime. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on s'attend à voir un monstre et on voit quelqu'un d'extrêmement banal. Au moment où Jean-Yves Morel comparaît devant la cour d'assises de Seine-Maritime, il a 35 ans. La première fois que je le vois, j'ai l'impression de quelqu'un quasiment absent. On a l'impression que le temps du procès, il est là, il va répondre peu ou prou aux questions, mettre en œuvre le peu de défense qu'il envisage pouvoir mettre en œuvre, mais donnant le sentiment d'être plus spectateur de son propre procès qu'autre chose. Les experts psychologues sont appelés à la barre. Ils permettent de mieux aborder la personnalité de l'accusé. Durant son enfance, Jean-Yves Morel n'arrivait pas à répondre aux exigences de son père, explique-t-il. Durant son adolescence, il a même fait une première tentative de suicide et été suivi par des psychiatres. Ce que j'en comprends dans son histoire et telle qu'elle nous est relatée, c'est une vie extrêmement dure, un père d'une grande dureté en termes éducatifs, violent en réalité, violent ça c'est certain je crois, et puis avec sur le plan du rapport à la vie sexuelle et à la sphère sexuelle quelque chose de très particulier et d'étonnant pour le moins. Ce que l'on comprend de la procédure, c'est que son père a imposé, notamment à sa mère, enfin des choses très singulières. Quand il rentre le soir et qu'il vient pour dîner, il faut que tout le monde soit là, et que sa femme serve dans des tenues qui sont des tenues pour le moins érotiques. Elle doit servir en porte-jartel, alors ce qui quand même est quelque chose, je crois que vous me l'accorderez, de particulièrement étonnant, et qui... Comment dire, sur la psychologie d'un jeune enfant doit produire des effets particuliers dans la vision qu'on a ensuite de la sexualité et du rapport à la femme. Au deuxième jour du procès, Jean-Yves Morel est interrogé sur les faits. Et une nouvelle fois, il affirme ne pas avoir eu l'intention de donner la mort à ses deux victimes. S'il y a un viol suivi d'un meurtre, il encourt perpétuité. On a en face de nous quelqu'un qui est seul à savoir ce qui s'est passé et qui dit « j'ai pas voulu leur donner la mort » et qui à chaque fois va dire « en fait on s'est disputé, il y a eu des violences et puis j'ai repoussé quelqu'un qui est tombé, qui s'est cogné la tête par exemple et qui est morte sans que je l'ai voulu ». Si vous retenez qu'il n'a pas violé et si vous considérez qu'il n'a pas donné la mort volontairement, ce sont des coups et blessures volontaires ayant donné la mort sans intention de la donner, ça veut dire que vous en courez 20 ans et que la peine maximum c'est 20 ans, même s'il y a deux faits. Ils sont jugés ensemble et la peine maximum est 20 ans. Donc ce sont des enjeux qui, sur le plan juridique, sont considérables. Nadine Morel, l'épouse de l'accusé, est appelée à la barre. Elle l'admet, dans cette affaire, son mari l'a manipulée d'un bout à l'autre en lui faisant croire à son innocence. Nadine Rousset, épouse Morel, a forcé l'admiration par cette capacité à comprendre, ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde, que c'était le procès de son mari, qu'il ne fallait pas régler des comptes avec lui, qu'il était jugé pour le meurtre de sa petite sœur, pour le meurtre d'une autre jeune femme et son viol, et que c'était les juges qui diraient la peine, que c'était pas notre affaire à nous, partie civile, que c'était pas la sienne. Elle va rester pendant toute l'audience avec une grande mesure et une grande dignité, je crois, enfin. La famille Griffin est une famille qui m'a vraiment bouleversé par sa dignité, par son calme, par sa tranquillité. Personne de la famille n'est venu à l'audience en criant, en disant vengeance, etc. Ça n'a pas du tout été ça. La famille était là également par rapport à la mémoire d'Elisabeth. Parce que tout à fait au début de cette enquête, bien, tout se disait, notamment qu'elle était partie avec un amoureux, qu'elle avait disparu, qu'elle fuyait sa famille, que c'était une jeune fille à problème parce qu'elle est quand même morte, ou elle a disparu plutôt le jour anniversaire du décès de sa mère. Et donc également tout ça a fait couler quand même un peu d'encre. Et donc la famille a été là pour que les choses se disent, pour qu'on
la rétablisse dans sa dignité, qu'on lui rende justice. Le 20 février 2000, après 3 jours de procès, le président, avant la délibération des jurés, redonne une dernière fois la parole à Jean-Yves Morel, qui demande pardon aux familles des victimes. Les excuses de Morel, d'abord, il s'est à peine excusé, et puis de toute façon, je n'ai rien à faire de ces excuses. Le mal est fait, le mal est fait. J'espère que ces excuses étaient sincères, et puis je veux le croire. Après 4 heures de délibéré, les jurés rendent enfin leur verdict. Jean-Yves Morel est reconnu coupable de viol et du meurtre d'Elisabeth Griffin. Il est reconnu coupable du meurtre de Marilène Rousset. Le verdict tombe. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est la peine maximum qui existe dans le droit français. On entend souvent des espèces de vérités toutes faites. Un procès, c'est important pour que les gens se reconstruisent. Ça permet de faire son deuil et après on va mieux. Avoir une vision univoque des choses est toujours absurde. Il y a des gens que ça aide, il y a des gens que ça n'aide pas. Il y a des gens pour lesquels c'est pire, il y a des gens pour lesquels c'est mieux, il y a des gens pour lesquels c'est indifférent. Je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'après c'est fini. Voilà, la phase judiciaire est terminée. Donc sans aucun doute, on n'a plus à penser à ça. Donc on peut passer à autre chose. Mais est-ce que cette autre chose, c'est une reconstruction? Est-ce qu'elle est acquise parce qu'il y a eu une condamnation? Est-ce qu'elle est acquise parce qu'il y a eu une condamnation lourde? J'en sais rien. C'était quelque chose, je pense qu'aucun des participants à cette enquête n'est sorti en quelque sorte complètement indemne de cette affaire-là. Quand on travaille des mois et des mois sur la personnalité de gens, on a l'impression quelque part qu'ils font un petit peu partie de notre famille, quoi. Donc ça a été difficile à vivre et je sais que j'ai encore des collègues qui ont été assez traumatisés par cette affaire, qui ne veulent pas en reparler, veulent l'oublier. Aujourd'hui, les 2 jeunes femmes reposent en paix dans le cimetière de leurs communes respectives. Les familles d'Elisabeth et de Marilène peuvent enfin faire leur deuil.